la Présidente. Très rapidement, sur cette question, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, je crois que, évidemment, il y a la question de la prise en charge qui est absolument fondamentale. Mais je crois que ce qu'a expliqué ma collègue tout à l'heure, Laurence Vanceunebrock, c'est aussi la question de l'arrêt de ces mutilations. Moi, j'ai quelques doutes à ce niveau-là et j'ai peut-être une interrogation, Monsieur le Ministre, sur ce sujet. Vous savez qu'en droit, rien ne nous empêche de faire des renvois de code à code. On l'a dit tout à l'heure, l'article 16.3 énonce clairement un certain nombre de dispositions. Mais si l'on veut aller plus loin dans la protection et dans l'arrêt total des pratiques qui existent encore sur cette question, est-ce qu'aujourd'hui, il serait incohérent de faire un renvoi du Code civil au Code de la santé publique? Merci, Monsieur Mbaye. Le 527, Madame... Oui, Madame Battistel. Oui, merci Madame la Présidente. Cet amendement va dans le même sens que l'amendement précédent. Il vise à mettre fin aux traitements irréversibles ou actes chirurgicaux des actes génitaux qui visent seulement à définir des caractéristiques sexuelles avant que la personne mineure ne soit apte à y consentir. Le sujet, finalement, n'est pas tant la nécessité médicale, mais bien le recueil du consentement lorsque les opérations de conformation sexuée sont envisagées, puisque les cas d'urgence vitale sont d'ores et déjà, dans tous les cas, satisfaits par le droit. Merci, Madame la députée. Le 945, Monsieur Lachaud. Oui, un amendement dans la même logique. D'ailleurs, un amendement issu des échanges de vues que nous avons eus lors des travaux préparatoires à cette loi au sein du groupe d'études contre les LGBTQI-phobies dans le monde, qui vise, hors nécessité vitale immédiate, à arrêter tout acte de conformation sexuée irréversible. Je ne reviendrai pas sur la souffrance que ces opérations peuvent entraînent, mais toutes les personnes intersexuées que nous avons pu rencontrer ont exprimé les séquelles qu'elles ont subies et qu'elles subissent au quotidien de leur vie, car on ne parle pas juste d'une opération et c'est fini. On parle d'une opération qui peut avoir des séquelles sur toute une vie, qui peut entraîner la prise d'un traitement hormonal à vie, bref, de quelque chose qui est totalement mutilant. Et c'est pour cela, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, que nous avons déposé cet amendement pour réellement réaffirmer la volonté et l'esprit du législateur. Car le droit ne peut pas tout, mais à un moment donné, il est important que le législateur s'exprime et envoie des signaux clairs sur sa volonté. Et c'est l'objet de cet amendement. Merci, Monsieur Lachaud. Alors, je suis saisie sur l'amendement 944 d'une demande de scrutin public de la part du groupe de la France Insoumise. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur Chiche, votre 473. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Rapporteur, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le présent amendement propose qu'aucun traitement irréversible ou acte chirurgical visant à la définition des caractéristiques sexuelles ne puisse être effectué sur une personne mineure, sauf en cas de nécessité vitale ou sauf si l'enfant est capable de donner son consentement après avoir reçu une information adaptée. Mes chers collègues, ce sujet, nous ne le découvrons pas. Cela fait plus de 10 mois que nous y travaillons, en première lecture en commission spéciale, puis en séance publique, puis en seconde lecture en commission spéciale à nouveau, et enfin ce soir. Et je crois que, peut-être pas d'un commun accord, mais une grande partie de la représentation nationale était d'accord pour aller plus avant avec un engagement pris ici et là, mais notamment par l'exécutif gouvernemental pour trouver un véhicule législatif permettant de recueillir le consentement éclairé de l'enfant mineur afin d'engager toute intervention chirurgicale ou traitement irréversible. Je ne vois pas ce fameux véhicule législatif ou alors cette proposition qui s'est fait attendre pendant de longs mois et que nous n'avons toujours pas ce soir. C'est la raison pour laquelle je propose cet amendement très simple
qui vous propose, en dehors de toute nécessité vitale, d'attendre que l'enfant mineur soit en capacité de donner son consentement avant de subir un traitement irréversible ou une opération chirurgicale. Je vous remercie. Merci, Monsieur Chiche. Le 944, Monsieur Lachaud. Oui, le 944 reprend la même idée avec une formulation différente. Mais moi, je tenais à saluer les propos du rapporteur Eliaou qui a exprimé fortement l'existence de mutilations sur des enfants intersexes dans notre pays. C'est une bonne chose et cela va dans le sens de l'expression de la volonté du législateur d'en finir. Je voudrais juste, pour ma part, revenir sur la notion qu'il a aussi évoquée, et avec justesse, sur la notion de variation contre celle d'anomalie, parce que tout cela nous renvoie à la question du normal et à la question du pathologique. Le philosophe Canguilhem, dans son ouvrage, justement, le normal et le pathologique, interroge cette notion de pathologique et se pose la question de ce qui est différent de la norme statistique, est-il pathologique ou maladif ? Il apporte la réponse évidente non, et il précise, je cite, « Il n'y a pas de pathologie objective. On peut décrire objectivement des structures ou des comportements, on peut les dire pathologiques sur la foi, on ne peut les dire pathologiques sur la foi d'aucun critère purement objectif. Objectivement, on ne peut définir que des variétés ou des différences sans valeur vitale positive ou négative. » Et c'est cela que nous voyons dans la plupart des variations du développement sexuel. Et donc, au lieu de vouloir à tout prix conformer les corps à des cases prévues, y compris par des opérations mutilantes, il faut que la société apprenne à accepter les corps tels qu'ils sont dans leur grande diversité. Et d'ailleurs, le CCNE précise dans son avis que, je cite, « l'intérêt de l'enfant à chaque étape de la vie implique de repenser la relation parent-enfant pour que les parents acceptent l'enfant tel qu'il est et non tel qu'il le souhaiterait, pour qu'ils sachent renoncer à la tentation d'intervention chirurgicale quand elles ne sont pas nécessaires et établissent avec leur enfant une relation sereine. » Et c'est dans cette logique de l'avis du CCNE que nous vous proposons ces amendements qui permettraient de réaffirmer la nécessité d'attendre le consentement de l'enfant avant toute opération de conformation sexuelle. Merci, Monsieur Lachaud. Monsieur le rapporteur, sur ces amendements, votre avis? L'avis de la commission. Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais effectivement faire, si vous le permettez, une réponse sur tous ces amendements de la discussion commune. Certains des amendements visent à préciser que, hors nécessité vitale, aucun traitement irréversible ou acte chirurgical visant à la définition des caractéristiques sexuelles ne pourra être effectué sur une personne mineure tant que l'intéressée n'est pas en mesure d'exprimer par elle-même son consentement après avoir reçu une information adaptée à son âge. D'autres amendements se réfèrent quant à eux plus loin aux actes médicaux de conformation sexuée irréversibles visant à modifier les caractéristiques sexuelles. Il faut pouvoir débattre de ce sujet extrêmement douloureux de manière apaisée, comme tout à l'heure, et respectueuse de toutes les personnes, d'abord des personnes qui défendent ces différents points de vue, et également au même niveau les personnes qui ont subi de tels actes, et je redis qu'il y a eu et qu'il y a encore des mutilations. Et donc en acceptant également la très grande complexité, et je ne suis pas sûr qu'on ait bien insisté là-dessus, la très grande complexité, la très grande diversité des situations qui rendent difficile de standardiser, si je peux dire, de globaliser, de normatiser, si je peux dire, ou normaliser les différentes conduites à tenir. J'ai rencontré de nombreuses associations, vous le savez, dont certaines très militantes, mais elles ont des avis parfois très différents sur le sujet. Il faut d'abord, avant tout, regarder ce que dit le droit, et je ne vais pas revenir sur l'article 16.3 que tout le monde connaît maintenant par cœur, qui déjà interdit les interventions chirurgicales qui ont pour but de modifier, dans un but esthétique en tout cas, ou sans nécessité médicale, dans tous les cas également, pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui, et donc protège le Code civil, cet article du Code civil 16.4. L'étude du Conseil d'État également nous rappelle que nous n'avons pas à intervenir sur la modification dans un but uniquement esthétique, mais dans un but thérapeutique uniquement, et qu'il faut absolument chercher à ce que les enfants participent à la prise de décision quand il est possible de le faire.
Donc je répète, le droit est très clair, le droit actuel est très clair. Les actes de conformation sexuelle à visée esthétique ou sociétale, sans le consentement de l'enfant, et même avec le consentement de l'enfant d'ailleurs, sont contraires à cette protection de l'intégrité du corps humain qui est défendue par le Code civil. Et je sais, et nous l'avons déjà dit, et je crois qu'il faut le répéter, je sais à quel point la réalité dans la pratique peut être différente et combien elle a pu l'être dans le passé. Nous devons tous le déplorer et c'est pour ça que nous devons légiférer. Je sais également que la société dans laquelle nous vivons peut être incapable de voir les choses de manière plus complexe que la binarité masculin-féminin. Je sais que les médecins qui vivent également dans cette société, avec des cadres de pensée, ont pu pratiquer des opérations et continuent peut-être à pratiquer des opérations qui n'auraient pas dû être pratiquées sans le consentement de l'enfant. Nous devons donc évoluer et encore une fois, le rôle de notre travail de ce soir est de pouvoir lancer un signal fort pour que les choses évoluent dans le bon sens. Mais je sais également que certains d'entre vous pensent que diriger les enfants vers des centres dédiés n'est pas la solution, ou alors qu'on les y envoie pour se faire opérer. C'est totalement faux, c'est totalement l'inverse, en fonction des centres bien entendu, mais les centres que nous connaissons tous n'ont pas cette politique thérapeutique, n'ont pas ces stratégies thérapeutiques et préfèrent l'abstention thérapeutique qui est un acte médical. Lorsque un médecin voit un enfant qui a une variation du développement génital et qui dit « je n'opère pas » ou « je ne traite pas », il fait un acte médical. Donc c'est important pour la suite parce que l'acte médical ne veut pas dire simplement et systématiquement soit traitement médical, soit chirurgical. Donc là, je crois qu'il est très important de le dire et qu'à partir de ce moment-là, nous pouvons, à partir de ce moment-là, construire quelque chose qui pourrait répondre à l'ensemble des préoccupations des collègues. Et puis, je voudrais dire quand même, pour l'avoir observé, et je terminerai là-dessus, je pense que, pour l'avoir observé et pour terminer là-dessus, il y a des cas... Non mais, mes chers collègues, je pense que nous avons passé énormément de temps sur des sujets aussi importants, et je ne vais pas les citer, et je crois que pour respect, et par respect pour les familles, par respect pour les patients, par respect pour les collègues qui ont travaillé là-dessus depuis très longtemps, et je voudrais à cette occasion rendre hommage à notre collègue Raphaël Gérard, qui n'est pas le seul à avoir travaillé là-dessus, mais qui malheureusement n'est pas là ce soir, et il aurait pu mettre son grain de sel, si je peux dire. Il aurait pu mettre son grain de sel et ça aurait été peut-être encore plus long. Donc voilà, donc on le remplace avantageusement ce soir et je voudrais qu'on lui rende un hommage collectif. Et donc, dernière chose, pour terminer, il y a des cas où il n'y a pas le pronostic vital qui est engagé. Vous prenez un enfant, un garçon qui présente un hypospade, je ne vais pas dans les détails, un hypospade postérieur sévère. Si on ne l'opère pas rapidement, alors je n'ai pas dit dans les 6 mois, si on ne l'opère pas rapidement, deux conséquences. Première conséquence, les tissus ne pourront pas se réparer facilement si l'intervention est tardive. Deuxième conséquence, si nous ne faisons rien, infection récidivante urinaire et infection rénale avec des risques d'insuffisance rénale. J'espère que je n'ai pas été trop long, mes chers collègues, et c'est pour ça que je donnerai pour tous ces amendements un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Merci. Non, vous n'avez pas été trop long. Il ne reste que 103 amendements. Beaucoup a été dit, vous avez raison, et je vais m'évertuer d'être plus court. Je m'inscris effectivement totalement à la lignée du rapporteur. Je vais répondre à l'ensemble des amendements, Madame la Présidente, mais peut-être en me fondant un peu davantage sur le 945 défendu par Monsieur Lachaud, qui est peut-être le plus large, le plus global, et pour vous dire qu'évidemment, la notion de consentement de l'enfant que vous mettez en avant, j'y suis évidemment sensible, moi qui depuis 18 mois dans ce gouvernement essaye de faire de l'enfant un véritable sujet de droit, dont prise en considération du consentement est évidemment centrale. Mais face à cette notion-là, il y a cette idée de nécessité médicale que dans l'ensemble de vos amendements, vous réduisez au seul risque vital. Et c'est bien la balance entre ces deux notions qui est en jeu ici et qui a des implications effectivement très concrètes sur l'enfant.
Et je pense, au-delà du fait que le dispositif que vous avez vous-même débattu, instauré, je salue une fois encore le travail que les uns et les autres avaient pu effectué au sein de la commission spéciale. Nous pensons que le dispositif tel qu'il est établi aujourd'hui, tel qu'il a été évoqué par le rapporteur, est le plus équilibré et le plus protecteur des enfants. L'amendement que vous portez les uns et les autres comporte un risque important qui réduit donc la nécessité médicale au seul risque vital et pourra empêcher la réalisation d'actes médicaux qui pourraient être nécessaires à l'enfant sans attendre l'âge où il serait en mesure d'exprimer son consentement. Par exemple, pour éviter une perte de chance fonctionnelle. Et il appartient aux médecins, et c'est tout le sens du dispositif qui a été élaboré, de définir ce qui relève ou non d'une nécessité médicale. Et ce n'est pas à la loi de mettre une interdiction qui rigidifierait le dispositif. Alors vous parlez par ailleurs d'intervention du juge des tutelles, qui n'est pas dans votre amendement, qui n'apparaît pas approprié en la matière, puisque le juge des enfants est d'ores et déjà compétent dans l'hypothèse où les parents soumettraient leur enfant à un acte médical susceptible de lui faire courir un danger physique ou psychologique. Voilà, donc pour toutes ces raisons, en complément des raisons développées par le rapporteur, ça sera un avis défavorable du gouvernement sur l'ensemble de ces amendements. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Chiche. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues. Je voudrais m'adresser à nos collègues de La République En Marche, parce que j'ai beaucoup de respect pour vous, que nous avons travaillé de longs mois ensemble, qu'effectivement j'ai quitté ce groupe, mais que je reconnais la qualité d'une grande partie d'entre vous, et comme au sein d'autres groupes parlementaires par ailleurs. Mes chers collègues, avec beaucoup de bienveillance, je veux vous dire des choses très simples. Je crois qu'on peut être fier dans ce projet de loi d'avoir notamment adopté les 4 premiers articles qui le constituent, conférant ainsi une égalité des droits dans l'accès à une pratique médicale pour les femmes cisgenres et pour l'autoconservation des ovocytes. Mais, chers collègues, je veux aussi vous dire que, à la faveur de cette seconde lecture, on envoie un signal vis-à-vis de la population française, et que le signal de cette seconde lecture, il n'est pas celui d'un texte équilibré. Nous avons refusé l'AROPA, et je considère avec d'autres que c'est une perte de chance dans la conduite d'un projet d'aide médicale à la procréation. Nous avons refusé aux hommes transgenres l'accès à cette pratique médicale. Nous avons refusé le droit aux femmes de poursuivre un parcours de procréation médicalement assistée en dépit de décès de leur conjoint ou de leur conjointe. Nous avons refusé un dispositif de filiation pour les enfants nés de PMA antérieurement à l'adoption de ce projet de loi. Nous avons refusé également la filiation des enfants nés de GPA à l'étranger. Nous avons un petit peu plus tôt dans la journée refusé une expérimentation pourtant adoptée en commission sur le diagnostic préimplantatoire des aneuploïdies. Et j'entends bien qu'il y a eu beaucoup d'engagements pris au banc des ministres sur le fait d'étudier afin d'aller plus avant dans les mois ou les années qui viennent. Nous avons réintroduit l'interdiction pour les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes de donner leur sang dans les mêmes conditions que les femmes ou les hommes ayant des relations hétérosexuelles. Nous avons réintroduit l'appariement phénotypique des gamètes, excluant de fait ceux qui ont des phénotypes rares de toute chance de pouvoir mener une procréation médicalement assistée. Mes chers collègues, le signal envoyé, il est improbable au regard de l'objectif initialement présenté par la loi, qui était celui de mener une grande réforme sociétale, la grande réforme sociétale du quinquennat. Je voulais simplement faire une sorte de point d'étape sur l'examen de ce projet de loi pour vous dire que
Peut-être que sur la question des enfants intersexes et des mutilations qu'ils subissent, il serait bon d'introduire une grande avancée dans ce projet de loi à la faveur de l'examen en seconde lecture de nos travaux. Je vous encourage très vivement à envoyer ce signal et à adopter les amendements qui vous sont présentés. Je vous remercie. Merci, monsieur Chiche. Monsieur Lachaud. Oui, merci monsieur le rapporteur, merci monsieur le ministre de ces réponses précises et détaillées. Je suis désolé, mais je reviens sur la question des centres de référence. Monsieur le rapporteur, vous avez évoqué que leur politique était de moins interventionniste. Force est de constater qu'elle demeure interventionniste. Si on prend par exemple le protocole national de diagnostic et de soins à sa page 13, il est bien expliqué que sur les insensibilités aux androgènes, il est recommandé la gonadectomie chez les filles afin d'éviter la virilisation pubertaire. Autrement dit, se trouve prônée une gonadectomie sur une personne prépubère, et cela sans aucun motif médical, mais seulement un motif social, éviter une virilisation pubertaire postulée nécessairement néfaste chez une fille. Donc on voit bien que, et je sais que vous êtes sincère quand vous vous exprimez, force est de constater que ces centres de référence ne vont pas encore assez loin dans une vision dépathologisante et strictement, on va dire, médicale, sans tenir compte de, entre guillemets, ce que pense la société et ce que penserait la société de ses enfants. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'il est impératif de rappeler la nécessité. Et c'est pour cela que nous insistons, Monsieur le Ministre, sur la question de nécessité vitale, car dans la loi, seule la nécessité vitale permet d'aller hors du consentement de la personne pour des opérations mutilantes. Et c'est pour cela, Monsieur le Ministre et Monsieur le rapporteur, chers collègues, que l'adoption de ces amendements permettrait d'envoyer le signal fort que vous-même espérez que nous puissions envoyer. Il est impératif de rappeler que seule la nécessité vitale permet d'agir hors du consentement pour des opérations aussi mutilantes que celle-ci. Merci. Alors, je vais mettre aux voix les amendements. Avis défavorable de monsieur le ministre et de monsieur le rapporteur. Alors, d'abord, sur le 1073, ça c'est à main levée, hein. Sur le 1073, qui est pour, qui est contre, rejeté. Le 527, qui est pour, qui est contre, rejeté. Le 945, qui est pour, qui est contre, rejeté. Le 473, qui est pour, qui est contre, rejeté. Sur le 944, nous allons avoir un vote par scrutin public. Chacun a pu gagner sa place. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat. Votant 86, exprimé 81, majorité 41, pour 9, contre 72. Sur le 900